Bonjour tout le monde, bonjour mesdames et messieurs. Bienvenue à cette présentation du rapport Économie circulaire, quelles orientations pour la stratégie gouvernementale en développement durable 2022-2027. Donc voilà, je me présente, je suis Sophie Bernard, je suis professeure à Polytechnique Montréal et je suis également chercheuse principale au Cyrano pour le grand thème en développement durable. Et donc, quand le gouvernement du Québec nous a contactés pour ce mandat, j'ai été donc tout de suite intéressée par ce projet en économie circulaire et on a dû monter une équipe. Et ça a été l'occasion de rassembler des chercheurs très intéressants que vous allez rencontrer très bientôt. Donc, Bernard Corail et Joanne Whitmore, plus précisément. Et nous avons aussi eu comme interlocuteur au ministère, au MELCC, Léa Saint-Pierre et donc Élodie Prion. Et voilà. Donc, et ensuite, nous avons aussi eu la chance d'avoir Benjamin Laplate comme coordonnateur du CIRIEC, qui était, lui, en transition depuis l'Institut EDEC, que vous connaissez. Donc, je suis vraiment super fière de cette collaboration. C'était vraiment une équipe géniale. Et donc, c'était vraiment un tour de force. On a fait ces activités pendant la pandémie, pendant la période des vacances. Et vous allez voir, on a su rassembler des intervenants vraiment géniaux, vraiment intéressés, des experts nationaux, internationaux. Et on a su rassembler aussi des intervenants locaux, des différentes parties prenantes, des experts, des scientifiques, des gens de l'industrie, des gens des municipalités, donc tous les partis étaient représentés. Et voilà, donc sans plus tarder, je passe le micro à Léa Saint-Pierre qui va vous décrire un peu le déroulement, le processus par rapport au ministère. Bienvenue. Merci, Sophie. Donc, d'entrée de jeu, je me présente. Donc, Léa Saint-Pierre, je suis coordonnatrice du pôle d'expertise en économie verte au Bureau de coordination en développement durable du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Donc, d'entrée de jeu, je ne peux pas passer à côté des remerciements d'usage. Donc, d'abord, notre partenaire de recherche, là, le Centre interuniversitaire de recherche en analyse des organisations, donc le Cyrano, et l'équipe fabuleuse de recherche là, que vous aurez la chance de rencontrer aujourd'hui, constituée de Joanne, Bernard, Sophie, il y a aussi eu Ouadji, Hugo, Benjamin, et je voudrais également remercier tous les conférencières et conférenciers ainsi que les participants des ateliers qui se sont donc tenus du 4 au 6 août dernier. Donc, sans votre collaboration, en fait, il n'y aurait pas eu d'aussi riches pistes de recommandations pour la prochaine stratégie gouvernementale en développement durable en ce qui a trait à la thématique de l'économie circulaire. Je voudrais également remercier évidemment nos partenaires interministériels qui ont réfléchi avec nous sur la formule, dont notre allié dans cette démarche, là, Recycle Québec. Donc, pour vous faire une petite histoire du contexte de ce mandat-là, donc le 9 mars dernier, le ministre de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, Benoît Charette, a lancé les travaux d'élaboration de la prochaine stratégie gouvernementale en développement durable 2022-2027, qui trouve son fondement dans la loi sur le développement durable qui a été adoptée en 2006. Donc, ces travaux d'élaboration sont confiés au Bureau de coordination en développement durable qui met sur pied donc une série, en fait, de consultations pour nous aider à nourrir finalement les travaux d'élaboration pour toutes les thématiques de la stratégie. Donc, celle qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, c'était en économie circulaire. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'au printemps 2020, on a lancé, donc en pleine pandémie, des consultations interministérielles sous une forme virtuelle pour déterminer les orientations stratégiques, mais aussi dresser un portrait des initiatives des initiatives en fait qui contribuent à l'économie circulaire au Québec dans l'administration publique. Ça nous a permis de constituer un portrait de plus de 95 initiatives en cours. Qui se regroupent là, parmi les leviers là, politiques, législatifs, financiers ou le développement d'outils.
Ensuite, il y a eu une deuxième phase consultative, donc celle qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui. C'était donc une consultation auprès d'experts et parties prenantes externes qui a été menée donc par le Cyrano et l'équipe de chercheurs que je vous ai présentée à l'été. Et en fait, cet atelier-là visait à approfondir en fait les résultats qu'on avait obtenus dans la consultation interministérielle, mais d'aller aussi plus loin pour nous fournir des recommandations là, sur la façon dont on devrait intégrer l'économie circulaire dans la prochaine stratégie, les orientations, les indicateurs, les cibles, aller voir les enjeux sur le terrain. Bref, tout ça va vous être présenté là, dans quelques instants en détail, mais c'était ça le but en fait de ce mandat-là. Et en parallèle, il y a des consultations ciblées auprès de représentants de la société civile là, qui ont eu lieu et qui ont eu cours. À l'automne, donc du 5 au 25 octobre, il y a eu une consultation publique en ligne qui visait, elle, à garantir une représentativité du processus. Donc, on est allé questionner les citoyens sur plusieurs thématiques et orientations de la stratégie. Et l'économie circulaire, bien qu'il n'y avait aucune question spécifique, en fait, il y avait toutes sortes de thématiques et puis de stratégies de circularité qui ont été questionnées là, par cette consultation-là, qui nous a amené aussi un éclairage un peu plus citoyen sur cette question-là. Alors, en parallèle, évidemment, il y a eu des travaux, des groupes de travail ministériels et interministériels qui se sont tenus là, donc du printemps et qui continuent en fait d'avoir lieu parce que nous avons comme échéance donc de livrer une version projet de la stratégie gouvernementale d'ici à la fin du printemps 2021, donc sous peu. Donc, soumettre cette version-là à nos autorités. Et la dernière phase, en fait, consultative sera donc des commissions parlementaires à l'automne qui vont permettre, en fait, à plusieurs représentants, encore une fois, de la société civile, organisations, industries, etc., de déposer des mémoires qui seront analysées et qui vont permettre, en fait, d'apporter un dernier éclairage, si on veut, sur la démarche qui a été menée et le projet de stratégie qui va être donc déposé à l'Assemblée nationale par le premier ministre. Donc, tout ça va donc suivre son cours et nous mener à l'adoption d'une stratégie au 1er avril 2022. Joanne, prochaine diapositive, s'il vous plaît. Je voulais terminer simplement en vous faisant état là, de certaines initiatives fortes en économie circulaire dans l'administration publique actuellement. Je vous ai dit qu'on en avait recensé plus de 95, mais ça, c'est un peu les nouveautés, là, celles qu'on ne vous avait pas présentées en août dernier parce que ça vient d'être lancé. Donc, bon, d'abord, un rappel. Depuis 2015, il y a un groupe interministériel sur l'économie circulaire qui rassemble une quinzaine de ministères et organismes pour coordonner l'action gouvernementale en matière d'économie circulaire. Ce groupe est piloté par Recycle Québec en collaboration avec le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques et il nous sert là, en fait, de comité aviseur opérationnel aussi, donc pour stimuler l'action gouvernementale. Donc, c'est vraiment un groupe là, qui est extrêmement précieux pour faire avancer la question au niveau de l'appareil gouvernemental. Et bon, récemment, des initiatives fortes. Donc, le 25 février dernier, les fonds de recherche du Québec, Société et Culture, ont lancé le réseau de recherche en économie circulaire qui va permettre de coordonner les efforts, en fait, de recherche dans le domaine, favoriser les échanges intersectoriels, l'innovation, etc. Et les appels de propositions pour constituer l'équipe de recherche qui va mener ce réseau-là est en cours jusqu'au 29 avril 2021. Ensuite, cette même journée, finalement, le 25 février, l'Institut de la statistique du Québec, en partenariat avec le ministère de l'Économie et de l'Innovation et le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, ont lancé le tableau de bord sur la mesure de l'économie verte. Donc, si vous vous rappelez, en août, on venait de sortir le cadre conceptuel pour la mesure en économie verte, dans lequel il y avait une série d'indicateurs qui étaient proposés. Bien là, en fait, le tableau de bord, c'est le lancement de 12 indicateurs qui ont été développés et qui sont en ligne actuellement, qui pourront nourrir, je suis certaine, vos travaux. Et ils sont divisés en 4 sections, dont une qui porte spécifiquement sur l'économie circulaire. Du côté de Recycle Québec, on est à l'annonce des projets, en fait, de la 2e édition de l'appel de proposition pour la transition vers l'économie circulaire, aussi appelée APTEC.
Également, là, au printemps, la date n'est pas encore fixée, mais il y aura la 2e édition des Assises québécoises de l'économie circulaire qui avait connu un très grand succès lors de sa première édition là, avec plus de 400 participants. Au printemps, il y aura également les résultats de l'étude sur la circularité de l'économie québécoise qui est menée par Recyc en collaboration avec Circle Economy. Donc, on attend aussi ces résultats-là avec impatience. Et récemment, Recyc Québec a lancé projet Ville et Région circulaire là, qui vise en fait le partage de bonnes pratiques, de connaissances et de capacités entre les municipalités canadiennes, qui est donc en collaboration avec le Conseil national zéro déchet, Fédération canadienne des municipalités et le Recycling Council of Alberta. Et en fait, là, toutes ces initiatives-là, là, j'ai mis les liens dans la présentation, mais c'est des initiatives qui sont donc publiques. Vous avez accès donc sur Internet à toutes les informations là, si jamais vous voulez contribuer ou bref, profiter des initiatives ou simplement vous servir des outils qui ont été développés. Finalement, du côté du ministère de l'Économie et de l'Innovation, en février dernier, donc, on lançait la création de zones d'innovation qui visent à augmenter la commercialisation des innovations, exportation, investissements locaux étrangers, productivité des entreprises dans un angle là, technologie propre, synergie industrielle, donc beau potentiel également pour l'économie circulaire au Québec. Et tout récemment, donc, il y a eu la création d'un programme là, pour de l'appui financier à des projets d'économie circulaire dans les secteurs industriels et commerciaux, doté d'une enveloppe de 6,3 millions qui s'échelonne de 2020 à 2023. Donc, pour tous les détails, je vous invite encore une fois à consulter les hyperliens. Donc, ça fait le tour pour moi. Je passe la parole à Joanne. Merci, Léa. Donc, je vais reprendre le contrôle. Donc, bonjour tout le monde. Bienvenue au lancement de notre super rapport qu'on attendait impatiemment de pouvoir vous le partager. D'abord, comme le travail qu'on fait, c'est un travail collaboratif. C'est rare qu'un travail de recherche va se faire seul, surtout quand c'est pluridisciplinaire. Puis dans ce cas-ci, l'atelier a été fait avec plusieurs des gens que Sophie a déjà mentionnés. Bernard Coraïde, qui est professeur à l'Université de Laval, était co-auteur avec moi du rapport. Puis, c'est vraiment à travers le Cyrano qu'on a pu réaliser ce projet. Donc, évidemment, merci au Cyrano d'avoir pu donner la chance de mettre sur pied une équipe aussi pluridisciplinaire pour faire ce projet. Donc, la présentation, ça va être essentiellement de vous présenter le contenu puis les résultats de l'atelier qu'on a fait et c'est structuré un peu comme ce qu'on présente essentiellement dans le rapport. Je vais quand même prendre un peu de temps pour expliquer c'est quoi le contexte et le mandat de l'atelier que le Cyrano puis le gouvernement du Québec nous a confié. Puis aussi, évidemment, revenir un peu sur la notion d'économie circulaire. Les 2 prochaines sections vont porter en fait sur les conférences de cadrage qu'on a fait pour préparer l'atelier, parce que l'atelier, c'est en fait un atelier de 3 jours, dont on avait une journée là, pour mettre un peu la table sur l'état des lieux de l'économie circulaire au Québec, mais aussi de voir des études de cas. Dans ce cas-ci, c'était dans les Pays-Bas, parce que ça fait déjà depuis 2016 qu'ils ont une politique puis des cibles d'économie circulaire. Donc, on va revenir un petit peu sur ce qui a été présenté, puis ensuite, on va présenter les pistes d'action qui ont été synthétisées à travers l'exercice des 2 derniers jours de l'atelier où on avait 3 tables rondes avec une trentaine de personnes pour justement donner des pistes d'action concrètes au gouvernement pour avancer et accélérer le déploiement de l'économie circulaire au Québec. Il va y avoir une période de questions très courte. C'est quand même, on a beaucoup de matière, là, mais on va espérer pouvoir répondre des questions tant bien que mal. Si vous en avez à droite, il y a une boîte où c'est indiqué questions. Donc, vous pouvez indiquer vos questions. S'il y a un présentateur particulier à qui vous voulez adresser cette question-là, faites juste le mentionner. Ça va être plus simple pour nous. Puis ça va être Benjamin Laplate qui va prendre les questions et nous les rediriger par la suite. Sachez, avant qu'un paquet de gens nous écrivent par la suite, que
là, oui, le rapport va être en ligne. En fait, il est déjà en ligne sur le site du Cyrano. La présentation aussi va être disponible, ainsi que l'enregistrement. On est en train d'enregistrer cette présentation-là, donc vous allez tous pouvoir y accéder par la suite. On va vous envoyer les liens. Puis par rapport à la conférence de cadrage, dont je vais juste vraiment effleurer parce que c'était extrêmement riche, ça a été un événement de toute une journée. En fait, c'est déjà sur le site YouTube de la chaire. Vous pouvez aller déjà voir avec toutes les conférenciers qu'on a eues. Donc, rapidement, l'atelier, comme j'ai mentionné, c'était un atelier de 3 jours qui a eu lieu du 4 au 6 août 2020. Donc, ça fait déjà quand même un petit bout de temps. Le but, c'était d'aider le ministère de l'Environnement à définir des orientations stratégiques pour le déploiement de l'économie circulaire au Québec dans le cadre de l'élaboration de leur stratégie gouvernementale en développement durable. On en a déjà une stratégie gouvernementale de développement durable, mais elle prenait échéance en fait en 2020. Donc, ils sont en train de préparer la nouvelle mouture dont on espère évidemment va avoir plus de matière en économie circulaire, ce qu'on n'avait pas jusqu'à maintenant. L'atelier qu'on fait, comme a mentionné Léa, c'était la deuxième phase du processus de consultation qui est entrepris par le ministère de l'Environnement. La première était en fait une consultation à l'interne où ils ont produit un rapport dont je ne crois pas qu'il est public, mais qui était très important. Nous, on a eu la chance de le voir. C'est en fait très intéressant. Et après notre atelier, il y a eu en fait une troisième phase, là, comme mentionnait Léa, auprès du public. L'atelier, en fait, c'est la méthodologie qu'on utilise, c'est des ateliers, en fait, que moi, j'ai avec mon collègue Pierre-Olivier Pinault et puis Transition énergétique Québec, on a déjà organisé des ateliers pour l'écofiscalité, pour la modélisation, puis plus récemment, là, on vient d'en faire une autre sur la réglementation au Québec. C'est un peu comme des focus groups où on va prendre des gens qui ont déjà une expérience de travail dans le sujet qu'on traite pour aller vraiment essayer de voir qu'est-ce qui sont les enjeux principaux pour qu'on puisse débloquer puis faire avancer soit la modernisation, mettons, de la réglementation, soit avoir une approche plus holistique pour la modélisation, soit avancer sur les enjeux d'acceptabilité sociaux, sur l'écofiscalité. Donc, c'est vraiment une méthodologie qu'on commence à peaufiner. Et donc, on a amené une trentaine d'intervenants de différents niveaux décisionnels dans le milieu universitaire, gouvernemental, professionnel, communautaire. Toute la liste, en fait, des participants est dans le rapport en annexe. Vous pouvez aller voir. Et l'approche qu'on a, c'est qu'on a, comme je disais, une conférence de cadrage dans une journée. Et ensuite, on a eu 3 tables de discussion dont les tables sont composées d'environ une dizaine de personnes parce que le but, c'est d'avoir un remue-ménage, mais aussi avoir des dialogues qui vont quand même avoir du contenu et de la profondeur. Donc, si on est moins, mais que la qualité est meilleure versus la quantité, on peut vraiment aller chercher des bonnes recommandations, des pistes de solutions. Donc, comme je disais, c'est organisé par le Cyrano avec toute l'équipe. On avait commencé avec l'Institut EDEC. Juste pour ceux qui ne sont pas encore au courant, l'Institut EDEC a été dissoute et a été remplacé d'une certaine manière par le Centre d'études et de recherche intersectorielle en économie circulaire. Puis maintenant, c'est basé à l'ETS. C'est toujours Daniel Normandin avec Benjamin Laplate qui sont le comité de direction, si on veut, pour ce centre-là. Donc, l'objectif de l'atelier, comme j'ai dit, c'est de valider auprès d'experts les intérêts et priorités de déploiement en économie circulaire, mais il y avait aussi des sous-objectifs, il y en avait 3, dont un était d'identifier les secteurs économiques porteurs et les mesures prioritaires au Québec en tenant compte du contexte de la relance économique. Comme Léa disait, l'atelier a été fait pendant le point culminant, je dirais, en quelque sorte, cet été de la pandémie où l'enjeu économique était quand même très, très, très présente. Donc, ça a fait en sorte que c'est devenu un impératif de jumeler et d'arrimer, en fait, les objectifs de développement durable avec ceux de relance ou des objectifs de croissance économique. Moi, je pense que ça fait longtemps que c'était dû, là. Et donc, mais tu sais, des fois, ça prend malheureusement des circonstances extrêmes pour que ce pont-là se fasse. Et je pense que c'est un peu ça qui s'est produit. Le deuxième sous-objectif, c'est d'identifier les leviers stratégiques puis les freins à l'économie circulaire. L'économie circulaire, comme on sait, ça fait déjà
un bout de temps quand même que la notion existe, mais ça ne démarre pas tout le temps. Donc, on voulait essayer de voir dans le contexte québécois qu'est-ce qui est déjà en place qu'on devrait bonifier, valider, qu'est-ce qui fait en sorte que ça avance pas aussi vite que ça pourrait. Puis après, le troisième sous-objectif, c'est d'identifier les cibles et les indicateurs de performance, poursuivre le progrès vers l'amélioration circularité à l'intérieur de l'horizon justement de la stratégie gouvernementale de développement durable. Évidemment, si on n'a pas une démarche scientifique pour évaluer en fait l'avancée puis le progrès vers l'économie circulaire, ça va juste rester des bonnes intentions. Donc, on a voulu voir avec les groupes s'il y avait des cibles puis des indicateurs quantifiables ou autres qu'on pouvait déjà commencer à intégrer. Avant de rentrer, là, évidemment, dans les pistes d'action, c'est toujours bon de se rappeler c'est quoi l'économie circulaire. C'est souvent différentes choses dépendant du domaine dans lequel on a une expertise, que ce soit ingénieur ou dans des professions qui sont plus sociales, etc. Mais la définition qui est couramment utilisée puis adoptée par le gouvernement du Québec et puis aussi par Québec circulaire, c'est la suivante. C'est un système de production, d'échange et de consommation visant à optimiser l'utilisation des ressources à toutes les étapes de vie d'un bien ou d'un service, tout en réduisant l'empreinte environnementale et en contribuant au bien-être des individus et des collectivités. Bon, c'est une grosse définition, mais essentiellement, ce qu'on veut, c'est de repenser la façon qu'on va concevoir des produits. En fait, c'est ça, il y a 4 sous-objectifs, si on veut, de l'économie circulaire. Donc, repenser nos produits pour réduire la demande en ressources et préserver nos écosystèmes. Donc, quand on voit, en fait, le premier graphique qui est le système ou le modèle traditionnel linéaire, souvent, ce qu'on va voir, c'est une surconsommation des ressources au début avec des pertes soit d'énergétique ou de ressources ou de pollution, etc., tout à travers la chaîne de valeur jusqu'à la fin où on a beaucoup de déchets, de pollution et de gaspillage. Donc, le but, c'est de repenser ça déjà pour qu'on ait moins besoin de surconsommer dès le départ. Puis ensuite, c'est d'optimiser ce qui va être déjà en cours dans ta chaîne de valeur dans ton système. Donc là, les trois autres objectifs, c'est d'intensifier les usages des produits, de prolonger leur durée de vie ainsi que celle de leurs composantes, puis donner une nouvelle vie en fin de cycle par la revalorisation. Donc, ces graphiques-là sont déjà souvent disponibles, soit sur les sites web, sont aussi dedans le rapport, mais le but, c'est vraiment de repenser nos modèles d'affaires pour pas qu'on ait à avoir besoin autant de ressources. Puis s'il faut consommer des ressources, bien faire en sorte qu'ils vont avoir le moins de toxicité possible, puis qu'on puisse les revaloriser le plus possible à travers des approches comme la location. Quand on pense à une bibliothèque, d'une certaine manière, c'est une approche d'économie circulaire parce qu'on utilise une ressource, un livre, à plusieurs reprises pour étirer son usage. On peut avoir aussi des approches qui vont faire en sorte qu'on va, avec la synergie industrielle à une échelle plus grande, ce qui va être des déchets ou des pertes pour une entreprise, mettons des pertes de chaleur, va pouvoir être récupérées soit à l'intérieur des autres usines ou par d'autres entreprises. Donc, c'est très diversifié les stratégies, mais c'est ça qui fait en fait que c'est extraordinaire parce qu'en plus, ça peut fonctionner à différentes échelles. Puis ultimement, avoir aussi la possibilité d'être beaucoup plus efficace avec, puis valoriser, avoir plus d'argent finalement, parce qu'on utilise mieux les ressources à la fin du parcours. Donc, pourquoi l'économie circulaire? Ben, comme vous savez, le Québec qui est quand même ambitieux. On s'est doté de cibles pour améliorer la performance environnementale de notre économie à plusieurs niveaux. On avait le plan d'action des changements climatiques qui maintenant a été remplacé pour le plan pour une économie verte. À travers ça, on a des cibles justement pour la réduction des gaz à effet de serre qui sont ambitieux, qui culminent en 2050 avec un objectif de carboneutralité. On a une politique énergétique qui vise, entre autres, de réduire la consommation de nos produits pétroliers de 40% d'ici 2030. On a une politique de la mobilité durable, une politique de la gestion des matières, puis une autre, c'est la stratégie québécoise de l'eau. Donc, ça, c'est juste comme un aperçu des cibles globales, mais qui sont à l'intérieur de des politiques. Mais la réalité, c'est que quand on commence à faire l'évaluation des mesures qui ont été mises en place par ces politiques-là pour atteindre des objectifs dont je viens de mentionner,
souvent, on n'est pas à la hauteur. Donc, les mesures qu'on met en place, en fait, sont insuffisantes pour transformer les marchés, puis aussi les comportements, puis les investissements que le gouvernement, les entreprises ou les consommateurs vont vouloir mettre de l'avant pour essayer d'avoir des comportements plus durables. Donc, clairement, même si on a des bonnes intentions, ce qu'on met de l'avant actuellement n'est pas suffisant. Donc, il va falloir qu'on ait une différente façon de faire les choses. Puis l'économie circulaire, c'est ce qui est, en fait, ce que ça propose, pardon, c'est d'avoir des façons de repenser de façon structurante nos marchés et notre économie, pas juste d'avoir des incitatifs, par exemple, pour acheter des véhicules électriques, mais vraiment de repenser, par exemple, la mobilité, pour repenser la façon que nos industries peuvent devenir plus productives, plus optimales, pour repenser nos entreprises de marché, ce qui pourrait être perdu dans une épicerie peut être, souvent, il va y avoir des aliments qui vont être perdus. Ben, l'eau, par exemple, eux, ils vont récupérer ça, faire des savons, des boissons, etc. Donc, c'est vraiment une façon de repenser nos systèmes carrément qui va être plus structurant que juste avoir une approche qu'on a tendance à avoir qui est vers des incitatifs au Québec. Aussi, il va falloir de l'écofiscalité. Je vous invite à aller voir notre rapport sur ça. C'est ces deux éléments qui vont de pair. Donc, avant de passer aux pistes d'action, je vais peut-être juste repasser les présentations qui ont été faites dans le cadre des conférences de cadrage parce que c'était quand même très important pour mettre la table pour les participants ensuite des tables rondes. On a eu quand même vraiment des gens de qualité. On avait deux objectifs. Donc, un, c'était de faire l'état des lieux de l'économie circulaire au Québec, voir un peu qu'est-ce qui se passe jusqu'à maintenant pour que tout le monde parte du même point de compréhension, si on veut. Et ensuite, on a voulu faire un peu voir ce qui se faisait de mieux dans des économies où ils essaient déjà de mettre en cours des mesures pour accélérer le déploiement de l'économie circulaire. Donc, pour la partie 1, qui faisait l'état des lieux d'économie circulaire, on avait Léa. Je ne vais pas revenir sur sa présentation trop parce qu'elle en a déjà fait part, mais essentiellement, ça nous a présenté l'état des lieux des travaux d'économie circulaire, mais au sein du gouvernement. Puis, c'est quand même étonnant de voir qu'il y avait plus de 90 initiatives en économie circulaire qui étaient déjà recensées puis qui étaient déjà en cours. J'espère peut-être qu'elle va pouvoir, elle et son ministère va pouvoir rendre public leur excellent rapport qu'ils ont fait parce que ça montre quand même qu'il y a un début. Il y a aussi, comme vous savez, un comité interministériel sur l'économie circulaire. Donc, il y a quand même une cohésion là, qui commence à se faire entre les différents ministères puis organismes, ce qui est super important plutôt que de travailler en silo. Mais ça, donc, elle nous a fait un petit peu un portrait de tout ça. Ensuite, on avait Sarah Tegiero, qui est chercheuse à Polytechnique. Elle a présenté les résultats d'une étude qui a été réalisée pour le Conseil du patronat du Québec sur le potentiel de l'économie circulaire pour la prospérité du Québec. Donc, le Conseil du patronat, avec d'autres partenaires, ont déjà vu qu'il y avait un potentiel pour l'économie circulaire pour les industries québécoises. Et donc, ce que Sarah et son équipe ont fait, c'était de tirer des constats, si on veut, à partir des études qui reposaient sur une revue de littérature, des retombées, en vue justement de voir c'est quoi les secteurs économiques qui auraient le plus de potentiel pour déjà appliquer des stratégies d'économie circulaire au Québec. Ce que la revue elle a montré, c'était quand même très intéressant. Ça montrait qu'il y avait quand même un potentiel important, tant pour des gains économiques qu'environnementaux, qui étaient liés aux stratégies, parce que, entre autres, justement, ça permet de développer des nouveaux modèles d'affaires, ça permet aussi de développer des nouveaux marchés, ce qui est quand même très intéressant au Québec, particulièrement pour la relance. Puis aussi, ça a permis de voir, de réaliser en fait que ça va être vraiment important, puis ça c'est selon la littérature, là, que les gouvernements interviennent puis qu'il y ait recours aux leviers, particulièrement au niveau de la réglementation, de l'écofiscalité, puis aussi des incitatifs pour la recherche, pour des projets pilotes, pour, par exemple, des formations d'emploi, parce que l'économie circulaire, ça ne va pas se développer de façon spontanée. Il va falloir qu'il y ait quand même un petit peu de travail, puis c'est ça que la plupart des études montraient.
Pour le prochain conférencier, c'était Guillaume Majot-Béthèse, qui est un professeur adjoint à Polytechnique, mais il travaille aussi avec le groupe de recherche du CIREG, qui est spécialisé en analyse de cycle de vie, ce qui est très important pour la démarche d'économie circulaire. Donc, lui, il a vraiment voulu nous aider à clarifier ce qu'il faut en fait faire, ce qu'il faut éviter de faire pour quantifier une progression vers une économie circulaire, parce que il faut savoir un peu dans le fond, quand on veut devenir circulaire, ben, il faut comprendre un peu qu'est-ce qu'on mesure, puis c'est quoi. Donc, il a présenté en fait 3 catégories d'indicateurs pour mesurer le progrès, dont des indicateurs de mesure de comptabilité des flux de matière, parce que dans le cas si on veut développer des approches d'économie circulaire, il faut savoir qu'est-ce qui rentre et qu'est-ce qui sort de ton système pour t'assurer que qu'est-ce qui est dans ton système, ben, tu peux le récupérer puis que tu peux diminuer, en fait, la grosseur des flux. C'est un petit peu ça, d'une certaine manière. Donc, le deuxième indicateur, c'était des usages de matière et l'éco-bénéfice, parce que l'économie circulaire en soi, c'est pas vert. Il faut, en fait, lui donner une orientation avec des objectifs disons, environnementales pour s'assurer que ça va être développé dans ce sens-là, mais aussi pour des objectifs, par exemple, sociétal ou bien économiques. Donc, ça, c'est des points qui recommandaient. Puis après, les indicateurs de mesure des aspects stratégiques des matériaux, parce que pour différents marchés ou différentes économies, il va souvent avoir certains matériaux ou ressources qui vont être critiques. Et donc, l'économie circulaire, si on peut déjà commencer à se concentrer sur ces éléments critiques-là pour se rendre moins dépendants, ou ça va permettre aussi de rendre nos économies beaucoup plus résilientes. Donc, ça, c'était un petit peu les points qu'il a amenés. Puis aussi souligner l'importance de viser une comptabilité des matières complètes qui peut être déjà basée sur des standards européens, parce que de plus en plus, l'Europe est plus avancée que nous, donc on n'est pas obligé de partir de rien. Et il y a des normes ISO aussi qui sont en train de se développer. Et finalement, de mettre l'accent sur la qualité des boucles de matière, pas juste leur quantité. Donc, la qualité, en voulant dire, de s'assurer qu'il y a aussi moins d'impact environnemental. Donc, les deux derniers conférenciers, c'était des gens qui travaillent plus proche du secteur des affaires et industriel. Donc, on avait Mélissa Stoya, qui est directrice de développement durable et d'économie circulaire à PME Montréal. Elle est aussi coordonnatrice de Synergie Montréal, qui essaie de développer des programmes puis de l'accompagnement pour faire plus de symbiose industrielle. Et ensuite, on avait Philippe Noël, qui est directeur de stratégie des affaires économiques à la Fédération des chambres de commerce du Québec, qui a voulu nous parler un peu des bénéfices qu'eux perçoivent entre l'économie circulaire puis la relance. Donc, je vais pas trop m'attarder parce que je vois que le temps file, mais toutes les présentations, les PowerPoint et aussi l'enregistrement sont disponibles en ligne. Je vous invite fortement à les consulter parce que c'est très riche en informations. Si vous voulez savoir ce qui se fait au Québec, ce que pensent les industries, ce que pensent les chercheurs, le rapport aussi du CPQ est disponible depuis quelques années. Je vous invite fortement à les consulter. Donc, la deuxième partie, en fait, des conférences de cadrage, c'était la mise en œuvre de l'économie circulaire dans les Pays-Bas. Comme j'ai mentionné, le gouvernement néerlandais, lui, se démarque déjà comme précurseur en matière d'économie circulaire parce que ça fait déjà depuis 2016 qu'il a adopté une politique d'économie circulaire qui vise à atteindre 50% de circularité dans son économie à l'horizon 2030, puis 100% en 2050. Au Québec, je ne sais pas, c'est quoi? On est en train justement avec l'étude qui est pilotée par Circle Economy puis Recycle Québec de voir ça va être quoi en fait le taux ou le pourcentage d'économie circulaire. J'estime que ça va être un petit peu moins que les Pays-Bas. Eux, ils ont à peu près 27% en ce moment, mais ils ont des circonstances très différentes dont on va pouvoir mentionner un petit peu tantôt, là. Puis au niveau global, mondial, c'est 9%. Donc la circularité de l'économie globale, c'est 9%. C'est très, très, très peu. Donc, on a quand même beaucoup de travail à faire, ce qui est quand même une bonne nouvelle, c'est qu'il y a beaucoup d'opportunités parce qu'il y a beaucoup de pertes puis d'inefficacité. Mais dans ce qui fait, juste peut-être mentionner, ce qui fait la particularité des Pays-Bas, c'est que, comme on sait, c'est un pays qui est très
petits, ils ont très peu de ressources. Donc, à mon sens, en fait, la raison pour laquelle ils ont voulu faire si tôt une approche à l'économie circulaire, c'est pour des raisons économiques d'abord et avant tout, même si oui, ils ont une conscience écologique, mais dans leur cas, ils n'ont pas la possibilité d'avoir autant de ressources comme au Québec quand on pense à l'énergie, quand on pense aux ressources premières, minières et tout ça. Le Québec, on a comme le luxe de gaspiller d'une certaine manière parce qu'on a tellement des énergies qui coûtent pas cher puis on en a beaucoup. Le Pays-Bas, il n'y a pas grand-chose. Donc, la plupart des ressources qu'ils ont, ils les importent. Donc, pour eux, c'était fondamental pour la résilience de leurs économies et des industries de se rendre un peu plus indépendants puis d'essayer de vraiment valoriser, maximiser le plus possible les ressources qui sont déjà à l'intérieur de leur économie. Donc, ça, c'était quand même une leçon importante. Pour Josepha Pottings, qui est PDG, qui est une consultante environnementale, ce qui était important de l'avoir invitée, c'est parce que c'est elle qui a été mandatée par l'Agence environnementale du gouvernement néerlandais pour développer le cadre de reddition de comptes puis les indicateurs pour assurer le suivi des programmes gouvernementaux vers l'atteinte de l'objectif en économie circulaire. Donc, elle a essentiellement nous a présenté les principales considérations à prendre en compte dans l'élaboration de cette politique, dont l'importance, entre autres, que les objectifs visent à réduire les impacts environnementaux puis la dépendance aux matériaux critiques dans la chaîne de valeur. Donc, c'est vraiment important que l'économie circulaire soit rattachée aussi à des objectifs environnementaux parce qu'en soi, c'est pas toujours, c'est forcément une approche verte si c'est pas déjà programmé en quelque sorte dans l'approche qu'on définit. Ce qu'elle mentionnait aussi, c'était que la première étape du gouvernement, ça a été de faire une réforme au niveau de la vision stratégique en matière de circularité qui se limitait avant à au pilier du recyclage. En fait, quand on pense souvent à économie circulaire, on pense recyclage, mais c'est vraiment beaucoup plus large que ça. Puis le graphique que je vous avais montré au début, on voit clairement qu'il y a beaucoup plus de stratégies. Puis, en fait, eux, ils ont rattaché 2 autres piliers, dont celle de la consommation des ressources renouvelables et aussi l'utilisation optimale des biens afin de limiter l'impact environnemental. Donc, c'est pas d'élargir un peu la vision qu'on a. Ensuite, pour y arriver, en fait, ils ont développé une hiérarchisation des impacts des stratégies de circularité au sein de la chaîne de valeur parce que comme tu peux avoir des approches d'économie circulaire qui vont être un petit peu plus simples vers des approches comme justement le recyclage là, qui est un petit peu plus de base, vers des approches qui vont être beaucoup plus performantes et structurantes quand on pense par exemple à l'éco-conception. Donc, avant même de lancer un projet industriel, etc., tu es déjà en train de le concevoir avec des objectifs où tu regardes ta chaîne de valeur complète pour voir c'est où qui va avoir le plus d'impact puis qu'il faut agir pour ou comment déjà minimiser à l'avance. Fait que ça, c'est comme un peu, ils ont tout fait cette chaîne-là, vous pouvez aller le voir dans le PowerPoint, il y a tous les graphiques. C'est très intéressant. Puis finalement, l'approche à reddition de comptes pour eux aux Pays-Bas, c'est centré sur 2 indicateurs, soit ceux des processus où on mesure les flux de matières résiduelles qui sont soit intégrés ou non dans la boucle de circularité. Donc, ce qu'on veut, c'est qu'effectivement, on suive ces boucles-là à travers le temps pour voir comment ils vont changer, pour s'assurer soit qu'on récupère le plus ou qu'ils vont minimiser pour souligner finalement qu'on a moins d'utilisation de ressources premières ou besoins. Puis ensuite, des indicateurs d'effets, c'est-à-dire des effets, on parle de c'est quoi les gains économiques qui sont rattachés à les stratégies environnementales ou les gains environnementaux ou sociaux. Finalement, j'achève. C'est la dernière conférencière, c'était Joke Dufourmont, qui, elle aussi, est basée dans les Pays-Bas, mais avec Circle Economy. Puis elle, c'est spécifiquement au niveau de l'emploi, parce que quand on pense à l'économie circulaire, au développement de nouveaux marchés, au développement de nouveaux modèles d'affaires, ça va prendre une nouvelle main-d'œuvre aussi. Si on pense dans ce secteur de la construction, si on va avoir une approche qui va être plus basée sur des stratégies d'économie circulaire, la main-d'œuvre va devoir savoir quoi faire, en fait, pour pouvoir mettre en œuvre ces stratégies-là. Fait qu'elle a donné un petit peu un exposé sur c'était quoi les bénéfices en termes de création d'emplois.
mais aussi de s'assurer que ces emplois-là, ça va être des emplois qui vont être attractifs, qui vont avoir aussi, qui vont être inclusifs puis qui vont être économiquement décents. On ne va pas payer des peanuts parce que sinon, ça ne va être jamais motivé la main-d'œuvre d'aller vers ce type d'emploi-là. Puis, ce qu'elles proposent, ce qu'ils font dans les Pays-Bas, c'est de vraiment développer des cadres pour qualifier le travail dans l'économie circulaire qui va renforcer la base juridique, le dialogue social dans les différents secteurs qui sont affectés par les politiques d'économie circulaire parce qu'il peut y avoir des fois des perdants quand on fait une transition. Donc, comment est-ce qu'on peut les amener ou les recycler ou faire cette transition-là, puis promouvoir aussi la valeur sociale des emplois dans l'économie circulaire. Donc, il y a un cadre qui a commencé à être mis de l'avant, qui est très intéressant et dont je vous invite à aller voir. Donc, ça fait le tour des conférences. Pour les pistes d'action, puis la conclusion, essentiellement, la façon qu'elles ont émergé, c'est que les tables rondes, comme je l'expliquais, on en a eu 3. On avait 6 thèmes, donc il y avait 6 questions en 2 heures pour chacune des tables. On regardait, d'une part, c'est quoi le secteur économique prioritaire qu'il faut cibler, les besoins prioritaires pour le déploiement d'économie circulaire, quelles sont les approches à la reddition de comptes, cibles, indicateurs qu'on pourrait commencer à explorer au Québec. Quatrièmement, les mesures gouvernementales prioritaires. Qu'est-ce que le gouvernement devrait commencer à faire pour accélérer le déploiement de l'économie circulaire? Et enfin, quelles sont les options pour améliorer la concertation des parties prenantes? Puis, on a fait un petit diagnostic à la fin, là, un diagnostic stratégique, là, ce qu'on appelle en anglais un SWOT, là, pour voir c'est quoi des forces, des faiblesses, les opportunités puis les menaces liées au déploiement de stratégies d'économie circulaire au Québec. Donc, pour les secteurs économiques prioritaires, le gouvernement avait déjà, en fait, à travers eux, leur processus de consultation à l'interne, puis aussi avec ce qui avait ressorti de l'étude du Conseil du patronat du Québec, il avait déjà identifié certains secteurs prioritaires, dont l'agroalimentaire, l'énergie, la construction, puis les produits métallurgiques. Donc, il voulait valider avec les tables si c'était, d'une part, les bons secteurs à prioriser ou s'il fallait en considérer d'autres ou en tout cas. Fait que ce qu'on a, en testant ça avec le groupe, ce qu'on voyait, c'est que la plupart des gens disaient oui, il y a un mérite, c'est effectivement, ça fait du sens, mais ce qui va être super important, puis que plusieurs ont mentionné, c'est la nécessité qu'il y ait un déploiement transversal, c'est-à-dire qu'il faut définir aussi des objectifs transversaux d'un secteur pour prendre en compte l'ensemble des chaînes de valeur. Donc, par exemple, pour l'énergie, il ne faut pas juste cibler, par exemple, la production de gaz naturel renouvelable, il faudrait regarder toute la chaîne de valeur qui est rattachée à la production énergétique pour que ça fasse du sens, pour avoir le maximum de gains puis d'optimisation dans ce secteur-là. Le deuxième point, c'était l'importance de cartographier, de commencer comme point de départ, de cartographier les flux de matière de ces différents secteurs-là. Donc, il faut définir les limites des secteurs afin d'identifier les ressources critiques et les points prioritaires d'intervention dans la chaîne pour maximiser les gains environnementaux et économiques parce que il faut savoir, d'une part, qu'est-ce qu'on mesure, c'est quoi qui rentre, qu'est-ce qui sort dans ces différents secteurs-là. Il y a peut-être certains éléments dans la chaîne que c'est moins prioritaire, on va avoir moins d'impact, bang for the buck, comme on dit. Mais pour ça, il faut déjà qu'on fasse cette cartographie-là. Puis aussi, il faut savoir à quelle échelle qu'on va fonctionner, parce que l'économie circulaire, ça peut se faire à l'intérieur de ta maison, tu sais, ou comme ça peut se faire à l'échelle d'une économie complète ou d'une usine ou d'une municipalité. Donc, il va falloir qu'on sache à quel niveau qu'on veut travailler pour ces différentes chaînes de valeur-là, puis savoir qu'est-ce qu'on va inclure, puis qu'est-ce qu'on risque d'exclure. Troisième point, c'est d'ajouter le secteur de la gestion des matières résiduelles et recyclables. C'est sûr que c'est un peu ironique parce que tout à l'heure, je disais qu'avec les cas des Pays-Bas, souvent, quand on pense à l'économie circulaire, on pense déjà au recyclage. Mais moi, ce qu'on avait compris en fait avec Léa, c'est que c'était déjà prévu par le gouvernement que ce secteur-là était transversal, mais les participants ont quand même suggéré que ça puisse faire objet d'un secteur prioritaire à part.
Pour les besoins prioritaires pour le déploiement de l'économie circulaire, ce que les tables ont mis de l'avant, c'était évidemment que ça va être important d'avoir de la recherche puis avoir une disponibilité de données parce que toutes les approches d'économie circulaire, ça demande d'avoir des données. Il faut savoir qu'est-ce qui rentre et sort d'un système, il faut pouvoir le quantifier idéalement. Donc, il faut mettre en place un système de comptabilité nationale pour mesurer justement la progression vers les objectifs de circularité, puis favoriser justement le recours à une reddition de comptes pour évaluer les gains environnementaux puis économiques, puis aussi de la modélisation. Donc, ça, c'est quand même quelque chose que les gens identifient comme étant prioritaire comme besoin. Ensuite, la communication. L'économie circulaire, c'est un concept qui peut être très vaste, très complexe. Fait qu'il faut vraiment faire un travail de communication pour vulgariser le concept auprès des différents acteurs, puis l'adapter aussi aux particularités des différentes régions, puis des différents secteurs, parce que ce qu'on va faire dans le secteur, je sais pas, minier, va être très différent des besoins ou des approches dans le secteur du béton ou de l'aluminium, ou si on passe à des petits commerces, par exemple. Donc, ça va être important de réfléchir dans ces termes-là. Ensuite, la formation et le perfectionnement, comme je mentionnais tout à l'heure, c'est aussi quelque chose qui a été identifié pour les Pays-Bas. C'est vraiment d'identifier les nouvelles compétences et expertises à développer auprès de la main-d'œuvre actuelle. Donc, soit de trouver des façons de faire un perfectionnement pour ceux qui sont déjà dans le marché, puis faire des formations futures. Puis ça va être à toutes les échelles, au niveau universitaire, comme ça peut être au niveau collégial ou des techniques. Pour la reddition de comptes, les cibles, les indicateurs, les groupes étaient quand même assez unanimes pour dire qu'il va falloir qu'on dresse un portrait de l'état actuel des flux de matière. Je pense que c'est déjà en train de se faire un peu avec le projet quand même de Recycle Québec avec Circle Economy. Je fais partie du comité scientifique, puis je peux vous dire que c'est tout un défi d'avoir les données, mais ça c'est faisable. Il faut commencer à quelque part. Il faut établir une référence de base, un temps zéro à partir duquel on va pouvoir évaluer le progrès pour s'assurer qu'on va, on espère, toujours en ayant un pourcentage plus élevé de circularité dans l'économie puis nos différents secteurs prioritaires. Il faut définir aussi les cibles puis évaluer l'évolution de la circularité d'une façon quantitative. Donc, il va falloir qu'on ait des cibles puis des approches pour évaluer les flux de matière pour qu'il y ait une dématérialisation en quelque sorte de l'économie, parce que c'est un peu ça aussi, c'est de trouver des approches où on va peut-être aller vers plus des services qu'être propriétaire d'un bien. Fait que la conséquence de ça, c'est d'être moins dépendant d'un besoin matériel pour créer de la richesse. Avoir aussi des indicateurs pour les gains et les impacts environnementaux potentiels, comme ça revient souvent, là, mais évidemment, pour que ça soit pertinent, l'économie circulaire, il faut que ça fasse du sens aussi environnementalement puis économiquement. Et ensuite, d'avoir des cibles, ou en tout cas définir des façons d'évaluer les matériaux prioritaires et critiques dans les différents secteurs de l'économie. Ensuite, il faut traduire les cibles selon les groupes, il faut traduire les cibles puis les autres objectifs qui sont reliés aux besoins prioritaires. Donc, il faut aussi des cibles pour savoir comment on avance sur d'autres besoins comme les formations, le perfectionnement, la communication. Tout ça, c'est plus soft, mais en même temps, c'est très important de savoir comment, puis de faire un suivi de comment rayonne, se diffuse le concept. Est-ce que ça s'intègre bien? Est-ce qu'on a besoin d'avoir plus une approche pour sensibiliser? Si on prend par exemple la pandémie, ça a été extraordinaire, toute la communication qui a été faite pour que les gens transforment leur comportement puis qu'on transforme les marchés pour s'adapter. C'est la même chose un peu pour ça. Finalement, définir des indicateurs qui vont s'appuyer sur des références internationales pour qu'on puisse se comparer justement entre le Québec puis mettons, le Pays-Bas. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a déjà des normes qui sont en train de se développer, standardisées comme des normes ISO. On pourrait commencer avec ça. Puis aussi, c'est d'avoir des indicateurs à différentes échelles. Comme je vous expliquais, l'économie circulaire, ça peut s'appliquer à toute une économie, ça peut être mondial, ça peut être à une usine, ça peut être une bibliothèque. Fait que, il faut vraiment avoir les indicateurs qui vont être adaptés à l'échelle qu'on veut viser. Finalement, pour ma partie, après ça, je vais passer la parole à
à mon collègue Bernard, c'est d'avoir les mesures gouvernementales prioritaires que les gens qui ont participé à notre atelier ont identifiées, qui est important, c'est de réaliser une revue des règlements et des lois parce que en fait, il y en a souvent des règlements et des lois actuelles qui vont freiner le déploiement des stratégies d'économie circulaire. Donc, il faut les moderniser. On peut penser, par exemple, un cas concret parce qu'à la Charte de gestion du secteur de l'énergie avec une équipe de chercheurs, d'ingénieurs à CIREG et au CTTI, on en regardait pour l'industrie du ciment, est-ce qu'il y aurait une possibilité d'utiliser d'autres matières pour la production de béton? Mais une des choses qu'ils me disaient, c'est oui, on aimerait ça pouvoir explorer ça, mais on ne peut pas parce que selon la loi, c'est considéré comme un déchet. Ça serait très compliqué, on ne pourrait pas juste mettre ça, il faudrait que ça soit standardisé, la qualité, il faudrait qu'il y ait toute une démarche au niveau de la réglementation pour qu'ils puissent plus facilement avoir accès à ça comme ressource finalement à valoriser dans la production du béton. Il y avait aussi comme mesure gouvernementale prioritaire d'adopter une politique d'approvisionnement éco-responsable qui va intégrer d'ailleurs des critères d'éco-conditionnalité puis d'éco-responsabilité dans les offres, par exemple, les appels d'offres ou l'octroi de financement gouvernemental. Le gouvernement a déjà pris là, récemment un petit pas dans cette direction-là en permettant les municipalités d'avoir ces genres de critères-là qui pourraient plus facilement être intégrés, mais il faudrait vraiment aller plus loin. Et je pense que si vous allez lire le dernier rapport du VGQ, du commissaire du développement durable, il a fait des recommandations qui étaient très poussées aussi à ce niveau-là et dont il semblerait que les gens qui ont participé à l'atelier aussi sont d'accord. Donc, puis le dernier point, c'est d'adopter des mesures éco-fiscales pour favoriser le déploiement de stratégies d'économie circulaire qui vont tenir en compte des enjeux, bien sûr, de concurrence pour certains secteurs, puis groupes socio-économiques à risque. L'économie circulaire, comme je disais, ça ne va pas se déployer tout seul. Et puis, comme pour la réduction des gaz à effet de serre et tout ça, il faut avoir aussi d'autres éléments, pas juste des incitatifs, mais des mesures réglementaires, éco-fiscales. Il faut venir transformer les marchés pour que des stratégies comme les stratégies d'économie circulaire puissent être plus intéressantes pour les différents acteurs. Donc, moi, ça fait le tour. Maintenant, je laisse la parole à mon collègue Bernard pour présenter le reste de la présentation. Merci beaucoup, Joanne. Effectivement, vu qu'on est pris par des contraintes de temps, donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a identifié en fait un certain nombre en fait d'options que les répondants en fait, les participants en fait nous ont proposé justement. Donc on est allé vraiment de manière très succincte. Donc on aura la période de questions justement si vous avez des questions pour qu'on puisse en fait y revenir. Donc rapidement, en termes d'options pour améliorer la concertation, les participants ont proposé en fait de bonifier et soutenir en fait les réseaux de collaboration existants. Donc il faut préciser que dans leur ensemble, les participants étaient satisfaits justement de l'écosystème de concertation en termes de plateforme. Donc, ils trouvaient que les plateformes qu'on avait justement étaient quand même suffisantes. Ils permettaient justement aux acteurs de se parler entre eux. Toutefois, ils ont déploré en fait l'absence d'une large représentativité sectorielle au sein des comités de réflexion gouvernementaux. Voilà, donc ils ont appelé justement à ce que ces plateformes-là soient beaucoup plus inclusives, en étant ouverts en fait aux gens d'affaires, aux syndicats, aux représentants des milieux associatifs. Voilà. Ils ont aussi suggéré en fait qu'il y ait en fait des comités en fait qui se déploient au niveau sectoriel, donc par différents secteurs, qu'on ait en fait des comités là pour se pencher justement sur l'économie circulaire dans des secteurs plus spécifiques. Et il fallait justement que ces comités-là soient ouverts à des experts universitaires, des experts en fait gouvernementaux, des gens d'affaires, ainsi de suite. Voilà. Le deuxième élément en fait qu'ils ont soulevé, c'était au niveau en fait de la mise en œuvre d'une plateforme qui facilite la collecte, la gestion et la diffusion des données. Donc, il faut reconnaître que sur la base de l'analyse que nous avons eu à faire, justement, la gestion des données était le parent pauvre en fait de notre analyse. Et les acteurs étaient d'avis en fait qu'il fallait justement créer en fait une plateforme qui permettrait en fait aux acteurs en fait de pouvoir en fait communiquer, diffuser en fait de l'information. Voilà. Et il fallait justement aussi que le gouvernement ait justement un rôle quand même primordial à ce niveau-là en permettant de structurer en fait ces différentes plateformes-là. Et ils ont suggéré aussi une meilleure communication entre les paliers fédéral et provincial dans la gestion en fait des données en lien avec l'économie circulaire. Autre point qu'ils ont évoqué, je pense,
c'est le fait, par exemple, le ministère en fait, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, d'aller au-delà de sa mission de base, qui est beaucoup plus une mission réglementaire. Donc, les participants voulaient justement que le ministère puisse les accompagner, les suivre, les accompagner justement dans le déploiement de l'économie circulaire dans les municipalités, par exemple, donc pour leur permettre d'atterrir en fait le concept d'économie circulaire auprès des municipalités. Finalement, les participants ont été désireux justement qu'on puisse soutenir justement l'écosystème en fait en économie circulaire, donc l'écosystème interuniversitaire collégial. Et justement, la semaine dernière, il y a eu l'annonce qui a été faite par le Fonds de recherche du Québec justement pour créer un réseau en économie circulaire abonde dans ce sens-là. Donc, les participants ont souhaité que de tels réseaux soient ouverts en fait à des espaces internationaux pour permettre justement en fait de faire avancer en fait la cause de l'économie circulaire. Donc, en termes d'amélioration, voici plus ou moins quelques points qu'on a soulevés. Il y en a d'autres en fait qui sont contenus dans le rapport en fait qui est là rendu disponible. Donc, si on avance à l'autre point, il était question également de faire oui, l'autre point, s'il te plaît, Joanne. OK, il était question justement de faire un diagnostic, de faire un état des lieux de l'économie circulaire au Québec en termes de forces, faiblesses, opportunités et menaces. Donc, voici brièvement quelques éléments en fait affichés là qui ressortent de ce diagnostic-là. Donc, pour faciliter en fait la restitution de ces principaux points-là, on a essayé de les organiser selon différents volets. Donc, si tu permets, Joanne. Excuse. Okay. Donc, on essaie de les réorganiser en sous-points, donc politique et réglementaire, socio-culturel, technologie, économique et métrique. Donc, qu'est-ce qu'on retient, grosso modo, en fait, de ces différents points-là? Donc, il faut dire que par rapport au premier point, donc le politico-réglementaire, comme point positif, comme force que les participants ont noté, il y a une volonté au niveau du Québec, des pouvoirs publics, en fait, d'aller de l'avant sur l'économie circulaire. Donc, c'est un élément quand même qu'ils ont souligné, le fait que le gouvernement priorise en fait ces enjeux-là et le fait aussi qu'on ait des acteurs sur le terrain qui soient très motivés justement à aller de l'avant constitue une force qui permet justement de pouvoir déployer plus facilement l'économie circulaire. Au niveau, je dirais, des points faibles qu'ils ont notés, le manque de vision systémique et transversale. Ils ont noté que, généralement, ce manque de vision systémique-là fait que, présentement, l'économie circulaire est cantonnée, en fait, à une application plus sectorielle. Donc, il serait intéressant d'aller, en fait, avec des applications plus transversales, intersectorielles, justement. Voilà. Au niveau socioculturel, ils ont noté comme point positif le fait qu'au Québec, on a une communauté, en fait, d'entrepreneurs solidaires qui s'intéressent de plus en plus à l'économie circulaire. Ça, c'est un point très pertinent. La transition aussi intergénérationnelle. Il y a une nouvelle vague de jeunes entrepreneurs qui sont plus ou moins sensibilisés aux questions du développement durable. Et ça, c'est un élément important aussi qui peut permettre d'avancer en fait la cause en fait de l'économie circulaire. Point négatif, une résistance au changement, ce qui fait que jusqu'à présent encore, les consommateurs, ils préfèrent jeter que de réparer parce que ça coûte moins cher. Donc, généralement, c'est à ces facteurs de résistance-là qu'il faudrait peut-être s'attaquer à long terme. Un petit point que j'avais oublié tout à l'heure lorsque j'évoquais le point politico et réglementaire, le fait aussi que le contexte pandémique ait permis justement aux entrepreneurs, aux gens d'affaires, en fait, de repenser un peu leur stratégie d'affaires. Et je pense que c'est un momentum idéal pour permettre en fait à l'économie circulaire de pénétrer les habitudes en fait des entreprises. Donc, c'est un élément aussi sur lequel on pourrait capitaliser pour faire avancer la cause. Au niveau technologique, écoutez, le Québec, on a quand même une richesse en termes de ressources propres. Là. Donc, c'est des éléments, en fait, ressources propres émergentes. C'est des éléments, en fait, qui ont été avancés par les participants. Au niveau économique, la COVID a été également soulevée comme point, étant donné que c'est un contexte où il y a eu quand même des pertes d'emplois, des entreprises, en fait, certains ont fait faillite, ce genre de choses-là. Donc, ça a rendu un peu difficile, en fait, l'adoption, en fait, des stratégies de circularité. Donc, voilà. Donc, ça a été peut-être un élément, en fait, qu'ils ont relevé les participants. La faiblesse aussi du financement, en fait, d'accompagnement aux entreprises, en fait, qui intègrent des modèles d'affaires circulaires. Mais ça a été aussi un élément, en fait, qui a été mentionné, pardon. Comme je le disais tout à l'heure, en termes d'opportunités, la COVID aussi a été vue comme
une menace, mais aussi une opportunité parce qu'elle ouvre des brèches pour les entrepreneurs pour réinventer justement certaines réflexions en lien avec des positionnements nouveaux sur des modèles d'affaires ciblés sur l'économie circulaire. Voilà. Et finalement, le dernier point, comme je l'ai mentionné plus haut, qui était en fait l'un des points où les participants en fait ont appelé justement à des actions fortes, c'est au niveau justement des données. Voilà, donc le fait que présentement, on n'ait pas suffisamment en fait de données pour suivre, mesurer l'économie circulaire rend difficile justement son appropriation. Voilà, donc c'est des éléments en fait qu'ils ont soulignés, qu'ils aimeraient justement que à court, à long terme, là, qu'on puisse déjà mener en fait des réflexions à ce niveau-là. Voilà. Donc, ceci met un thème justement à cette présentation. Et puis, je vous invite justement, c'est sûr que c'était du contenu très riche qu'on n'a pas pu déployer vu le laps de temps qu'on a. Donc, on vous invite en fait à prendre connaissance du rapport. Et si vous avez des questions, ça nous ferait plaisir en fait d'y répondre. Merci à tout le monde. Oui, donc je vais, s'il y a des questions, je vois qu'il est midi, donc la présentation devait se terminer. Donc, on va sauter la conclusion, mais tout ça, c'est dans le rapport. Pour télécharger le rapport, vous pouvez aller sur le site du Cyrano. Il est déjà disponible, mais je vais aussi envoyer à tous les participants qui se sont inscrits les liens dans les prochains jours. Donc, vous aurez aussi la possibilité de l'avoir comme ça. Donc, sur ça, Benjamin, je ne sais pas s'il y avait des questions qui ont à répondre. Attends, j'essaie de vous donner. Benjamin, ton son, il est coupé. Je ne sais pas si c'est possible. Évidemment, c'est un classique. Excuse. Oui, on a tenté de répondre à la plupart de vos questions, soit en public ou en privé, je dirais pour à peu près 90% d'entre elles. Merci aussi pour les autres qui nous ont envoyé des commentaires dont on a pu prendre note. Il nous reste vraiment très peu de temps, peut-être deux questions et une, je pense, qui est importante pour l'ensemble de l'auditoire aujourd'hui. C'est, suite à ce rapport, peut-être une question qui s'adresse davantage à Léa, nous rappeler peut-être les prochaines étapes au niveau gouvernemental qui vont mener à la conception de cette nouvelle stratégie gouvernementale en développement durable, la SGDD. Il y a notamment des commissions parlementaires qui sont prévues là, à la fin d'été, au début d'automne. Mais globalement, les gens se posent la question quelles vont être les prochaines étapes et quand est-ce qu'on va pouvoir voir éventuellement un cadre budgétaire et les moyens qui vont être assortis à cette stratégie. Oui, donc en ce qui a trait aux prochaines étapes, là, comme je l'ai mentionné en début, c'est effectivement, là, c'est entre nos mains, là, dans les faits, avec le comité interministériel. Donc, c'est à l'issue des recommandations puis de tout le processus consultatif qu'on a fait. Là, il faut maintenant produire ce qu'on appelle notre proposition de stratégie qu'on va soumettre aux autorités, qui va aussi monter là, aux autorités, aux politiques aussi, au niveau interministériel. Donc, il va y avoir des discussions qui vont être faites à ce niveau-là. Ensuite de ça, il va y avoir le dépôt officiel par le premier ministre, donc à l'Assemblée nationale, et donc des commissions parlementaires qui vont suivre là, à l'automne, comme je l'ai mentionné, si le calendrier, en fait, des consultations, des commissions n'est pas encore bouleversé, mais normalement, ça devrait avoir lieu là, tel que prévu. Et donc, suite à ça, il y aura probablement des modifications qui vont être faites au projet initial. En fait, dans tous les cas, il va y avoir des modifications parce que c'est un processus qui va se poursuivre jusqu'à l'adoption finalement là, en 2022. Pour ce qui est du budget associé, c'est pas encore tout à fait attaché non plus. Par le passé, la stratégie gouvernementale en développement durable ne faisait pas l'objet d'un financement en tant que tel. Donc, c'était vraiment une stratégie qui chapeautait l'action gouvernementale en développement durable au niveau de la gouvernance. Donc, c'était un outil là, de gouvernance. Mais ça, je ne vous dirais pas que c'est exclu là, des discussions à l'heure actuelle, mais je ne peux pas m'avancer davantage. Question peut-être, et ça risque d'être la dernière malheureusement, puisqu'on veut être respectueux du temps puis pouvoir libérer les gens avec diligence, mais question un peu d'intérêt, je dirais plus
plus générale, mais vos visions sur le rôle de l'entreprise privée, parce que c'est sûr qu'aujourd'hui, on parle d'une politique cadre, là, qui est la stratégie gouvernementale de développement durable, là, qui commet les ministères et organismes assujettis. Quel lien peut-on faire entre ces travaux et cette politique cadre et les actions que peuvent prendre l'entreprise privée de son côté, dont on sait qu'il s'agit de nos citoyens corporatifs, je dirais, les plus importants là, pour réussir une transformation, la transformation économique qui s'impose. Fait que peut-être quelques mots là-dessus sur comment cette stratégie peut faire écho du côté du privé. Oui, en fait, effectivement, la stratégie vise d'entrée de jeu les ministères et organismes. Donc, c'est la clientèle première là, de cette stratégie-là. Par contre, si on le veut de façon interposée, les entreprises, en fait, sont les entreprises, les citoyens et organisations sont les clientèles privilégiées de certains ministères. Donc, notre but, c'est d'instaurer une vision puis une orientation de l'économie circulaire pour le Québec dans la stratégie, puis de faire en sorte que les ministères et organismes se saisissent en fait de ces orientations-là, de ces priorités-là, pour que ça se déploie en fait à travers tous les leviers dont disposent les ministères et organismes auprès de leur clientèle, qui sont donc les citoyens corporatifs, les entreprises, les industries, les citoyens, etc. Donc, que ce soit des moyens, il y a des moyens politiques, évidemment, mais il y a toutes sortes d'outils législatifs, financiers, développement d'outils, partenariats, etc., pour aider, appuyer les organisations pour embrasser, en fait, le mouvement là, de l'économie circulaire au Québec. Donc, c'est un peu de cette façon-là qu'en fait, la thématique et on veut que ça percole, mais là, on se trouve vraiment à un niveau très, très stratégique là, dans le cadre de la stratégie. C'est un niveau qui est assez macro. Notre but, c'est que ça puisse percoler, en fait, là, dans les activités là, même là, des ministères avec leur clientèle et de voir comment est-ce qu'eux aussi peuvent mettre en œuvre des initiatives qui vont donc inciter, puis encourager, puis appuyer les entreprises là, à adopter le pas. J'ajouterais, Léa, pour les gens qui s'inquiètent s'il va y avoir un rôle ou non pour les entreprises, si vous allez voir les secteurs prioritaires, l'agroalimentaire, la métallurgie, l'énergie, c'est pas mal de l'industrie, d'une façon macro, ou l'industrie de la gestion des matières résiduelles. Donc, c'est clair que les priorités, ça va être le mapping puis la compréhension des secteurs prioritaires qui sont surtout commerciales, industrielles, qui vont être interpellés à venir, entre autres, partager des données. Parce que une des affaires qu'en tant que chercheur, on a de la difficulté pour aider les secteurs industriels, c'est qu'il n'y a pas de données. Il faut faire qu'on trouve une façon de collaborer pour avoir plus d'ouverture et de transparence tout en tenant compte des enjeux de concurrence et tout ça, mais il y a moyen d'agréger les trucs pour que ça représente plus les conditions pour le commercial au Québec. Mais pour ça, il va falloir qu'il y ait aussi une part de l'industrie qui nous rejoint au milieu pour qu'on puisse, avec la recherche, avec le gouvernement, vous aider. Donc, moi, je pense que ça montre très bien ce projet-là, le potentiel, effectivement, d'amener les gens de l'industrie pour collaborer de façon, puis de co-créer, justement, des nouvelles approches. Puis j'ajouterais qu'il y a quand même beaucoup de choses qui s'en viennent en 2021 que je ne pouvais pas vous parler. Ce n'est pas encore signé, mais ça va vraiment dans le sens de ce que vient de dire Joanne. Donc, je pense qu'on va avoir intérêt à garder les canaux de communication ouverts, à travailler ensemble. L'économie circulaire, c'est sûr que ça passe par tous ces leviers-là. Et le manque de données est un frein qui a été relevé à de nombreuses reprises, et on va avoir besoin de tout le monde pour y arriver. Et donc, Joanne, je suis d'accord avec ce que tu je fais juste une
pub là, comme ça, mais le 13 avril, en fait, on va lancer le deuxième volet du rapport dont j'ai mentionné en présentation sur les stratégies en économie circulaire pour les GES industriels. Donc, on a regardé le secteur de l'aluminium, du ciment et puis de l'acier pour voir, justement, on a fait un début de mapping pour comprendre où on peut avoir des impacts ou comment, en fait, les stratégies vont pouvoir aider les entreprises à aller plus loin dans leur réduction de GES. Donc, le 13 avril, allez sur notre site, ça va être ouvert à tout le monde, puis le rapport aussi va être gratuit et disponible à tout le monde. Merci, Joanne. C'est malheureusement le temps qu'on avait à disposition. On a même dépassé. Cela dit, on vous invite vraiment à prolonger la conversation, à vous nous faire part de vos commentaires, vos questions. Si vous voulez nous partager vos initiatives aussi, on attire votre attention si vous ne la connaissez pas déjà. L'attention sur la plateforme québeccirculaire.org qui se veut un recueil d'initiatives en économie circulaire, de boîtes à outils pour vous accompagner dans cette transformation-là, ou si vous êtes tout simplement à la recherche d'informations additionnelles sur l'économie circulaire, ses définitions, ses concepts, ses stratégies. Alors, n'hésitez pas à la consulter et à entrer en contact avec nous pour prolonger la conversation. Et comme l'a dit Joanne tantôt, tout ça va être rendu public de toute façon et l'enregistrement, le rapport est déjà en ligne. Alors, ce n'est qu'un début en ce qui a trait à l'inclusion, on l'espère, d'un chapitre consacré ou d'une grande orientation consacrée à l'économie circulaire dans la prochaine stratégie gouvernementale de développement durable. Alors, merci tout le monde et on vous souhaite une belle journée, mais une belle continuation dans vos projets. Merci.